je peux pas. Chapitre 1. Il y a de cela 3000 ans. Alors, robot ou pas robot? Dites-moi. Au début, lors de la React, au chapitre 1144, je pensais pas que c'était un robot. Sincèrement, la React du jeudi, au début, je voyais un bâtiment, je me suis dit: «Mais non, c'est pas un robot, j'arrive pas à voir le robot». Mais sauf que depuis, il y a eu la sortie du chapitre officiel et depuis, il y a eu une vague Ghibli sur, sur Twitter et j'ai vu un robot. J'ai vu un robot, du coup, Château dans le ciel, un Ghibli, exactement ce même robot, je l'ai vu. Je l'ai vu, en sachant que ceux qui ont regardé ce film, il y a énormément d'inspiration dans One Piece, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, là, j'ai vu un robot. Donc dites-moi en commentaire si vous, vous voyez un robot ou vous ne voyez pas un robot. Mais je vais partir du principe que c'est un robot. Donc pour moi, la toute première partie du chapitre, qui est assez courte, nous donne énormément d'informations. Donne énormément d'informations quand on nous dit il y a plus de 3000 ans. On nous donne une temporalité. Je m'explique. Chapitre 1138 de One Piece, on découvre du coup une fresque. Une fresque avec 3 mondes, mais pas de date, aucune information temporelle. On peut placer du coup le second monde en se disant que c'est le siècle oublié, donc on est capable de temporaliser par rapport à notre univers actuellement connu dans One Piece. Mais le premier monde, on est incapable de se dire combien c'est d'années, de milliers d'années, on n'a aucune information. Et là maintenant, on commence à la temporaliser. Il y a plus de 3000 ans. Donc ce premier âge, à mes yeux, a plus de 3000 ans. Et ce robot, du coup, vient du premier âge. Je suis pas là pour dire, et je l'ai déjà vu, c'est forcément le Nakama du premier Joy Boy, du premier Nika. Pas forcément, non. Ça ne veut pas forcément dire que c'était le Nakama du premier Joy Boy. Ça allait beaucoup trop vite, je pense. Mais par contre, ça nous donne une temporalité. Et ce qui est intéressant aussi dans cette construction de l'arc, d'Elbaf, c'est qu'au tout début d'Elbaf, on s'attendait à avoir des réponses. Beaucoup attendaient même à des flashbacks sur le siècle oublié, à avoir des informations tangibles parce que les géants sont vieux et le siècle oublié pour eux, ne date pas de si longtemps. Donc en termes de génération, il y a forcément un grand-parent ou un arrière-grand-parent qui a pu raconter cette histoire. Générationnellement parlant, c'est pas loin, donc on peut nous conter l'histoire. Mais non. Oda est absolument pas allé dedans. Actuellement, même les géants eux-mêmes sont en désaccord sur la définition réellement de qui est Nika. Nika qui a vécu il y a pas si longtemps que ça pour des géants, mais ils n'ont pas cette information-là. On n'aura donc pas de flashback du siècle oublié à ce moment-là, ou en tout cas pas de flashback compté par un géant. Et le seul géant doyen, il a une épée dans le crâne. Potentiellement, il a un problème de mémoire. Donc là, actuellement, Oda a mis un contre-pied et a éjecté du coup cette idée-là. Par contre, il a été de manière subtile, d'autres apprécieront, d'autres non, mais avec le chapitre 1138 et la fresque, du coup, on a un premier puzzle, un gros puzzle et là, le chapitre 1144, un 2 gros pièce de puzzle et ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme et la théorie sur lequel, du coup, le One Piece existerait sur le premier monde prend du poids actuellement, prend du poids et je pense même que le siècle oublié, connu de nous il y a plus de 800 ans de cela, on apprend avec Ed que c'est extrêmement avancé technologiquement parlant. Je pense que ce n'était pas la pointe de la technologie. Je pense que la pointe de la technologie, c'est durant le premier monde. C'est durant le premier monde que le One Piece a été créé. C'est durant le premier monde qu'avec Mother Flame et avec du coup une énergie incommensurable et une technologie avancée, ils ont pu créer les premiers fruits du démon. Les porteurs de ce premier fruit du démon étaient considérés comme des dieux, des divinités. Ils ont soumis tout un peuple et de ce peuple est né un esclave. De cet esclave-là, il s'est rebellé. Il a piqué le trésor du premier monde, le One Piece, le trésor qui a permis qui a permis toute chose et qui a permis d'avoir, une énergie potentiellement supérieure encore à Mother Flame dans son utilisation. Un artefact qui a permis de réaliser les rêves des hommes et cet artefact-là, tout en sachant qu'il allait perdre le premier Joy Boy, s'est dit qu'il allait le planquer
pour les générations futures et bien plus tard, le Joy Boy 2 du nom du coup, tout en portant cette volonté du tout premier esclave qui était un Joy Boy, un esclave, s'est perpétuée de génération en génération et n'est pas morte. Elle n'est pas morte, elle a été portée derrière durant le siècle oublié. Ce trésor a été trouvé par le premier pirate. Du coup, on le considère comme le tout premier pirate et c'est lui qui a trouvé ce trésor-là et à partir de cette découverte-là, le monde a été complètement chamboulé. On est parti sur un siècle de guerre où le niveau de la mer est monté. Im a voulu ce One Piece et si Im a décidé de manipuler les rois, de manipuler des rois et d'attaquer et de faire en sorte que Joy Boy soit affronté. C'était dans l'unique but de récupérer cet artefact ancien datant du premier monde et il m'a échoué. C'est un échec parce que Joy Boy, même s'il a perdu, il a gagné. Ce trésor est à nouveau planqué sur une île et c'est à Luffy de le trouver et c'est pour ça que quand il trouvera ce trésor-là est une histoire. Je sais que certains avaient peur que oui, bah, ça soit le pouvoir de l'amitié, le One Piece, que le One Piece, ça soit juste une grande aventure, mais en partie, le One Piece est réellement un artefact, mais il porte aussi une aventure. Il porte une histoire. Il porte une histoire. Il est la clé de milliers d'années de souffrance et il est la solution. C'est avec le One Piece que tout a commencé. C'est avec le One Piece que tout doit terminer. Et oui, je sais que vous allez me dire: «Avec une seule page, tout ça?» non, mais pour moi, tout ça, c'est avec des puzzles, des pièces que Oda nous donne. On peut théoriser, on peut aller dans ce sens. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'on va réellement dans ce sens-là ou pas du tout. Peut-être que vous avez d'autres idées. Il serait super intéressant dans les vidéos maintenant de prendre et de sélectionner des commentaires et pouvoir y répondre directement. Donc je sélectionnerai des commentaires et je répondrai directement, mais dans une vidéo dédiée qu'à ça. Il sortira sur YouTube, elle sera uniquement dédiée à ça, la vidéo, à répondre à vos commentaires. Ce sera une vidéo full ça. Pas fin de live, début de live, uniquement répondre, une sorte de FAQ chaque semaine, mais lié au chapitre et peut-être même pas forcément des questions, mais juste exposer vos avis. On pourra lire et du coup, les gens en débattront directement en commentaire. Donc voilà pour moi exactement ce qui se passe. J'ai vu aussi, Franky. Franky a été opposé automatiquement du coup, à Emmet, robot ami de Joy Boy, 2 du nom. À ce robot-là du coup, très Ghibli, pour le 1 monde du coup et en disant: «Bah, Franky sera ce robot porteur de». Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout, qu'on aille dans ce sens-là. On peut faire une similitude avec peut-être le Shogun, mais c'est pas Franky en tant que tel. Là, on parle d'un réel robot. Emmet s'est pas ouvert en 2 en se disant: «Bah, c'est moi mini Emmet, en fait, je le contrôle». Non, Emmet est réellement un robot, là où Franky était un homme. C'est pour ça qu'il y a quand même une différence entre un cyborg et un robot. Franky est un homme à la base qui a vécu un accident très grave et qui s'est recyclé, il a avancé, il s'est construit. Mais là, on parle réellement de technologie extrêmement avancée qui permet de donner vie à un robot. C'est pas la technologie de Franky qui a permis à Franky d'avoir, un libre arbitre, d'avoir une manière de penser, d'avoir une réflexion, d'avoir des sentiments, des sensations, comme on peut voir avec Emmett qui du coup, heu, était enjaillé de retrouver Joy Boy, tout en sachant qu'il dit: «Bah, ce n'est pas toi, je suis pas débile, mais je suis content en fait», donc c'est un robot qui vit, il vit comme un humain, c'est différent. Franky, lui, est un humain, donc toutes ces caractéristiques-là lui sont propres, c'est des caractéristiques humaines et il s'est transformé en cyborg par-dessus. C'est pour ça, pour moi, je ferais une vraie dichotomie entre Franky, Emmett et le premier robot d'une premier monde. Du moins supposé, hein, parce que ça reste une théorie pour l'instant. Mais je séparerais du coup ces 3. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. À mes yeux, c'est ma vision. Pareil, dites-moi en commentaire si vous comprenez pourquoi est-ce que je sépare le tout ou pas du tout. Donc pour moi, voilà, on en est là. Vega va prendre le contrôle de ce robot, non, mais en tout cas, le lieu de résidence de ce robot. Il fera ses recherches ici, Vega. Bonnet, du coup, aura sa maison. Ce qui est beau, entre guillemets, faut aller le chercher, mais ça reste beau. Kuma, le papa de Bonnet, s'est sacrifié. Il est devenu un cyborg. Il a sacrifié toute sa vie. Et au-delà des cyborgs, il y a des robots qui ont été créés, des vrais pacifistas qui ont été créés à partir de lui. Et il s'est sacrifié pour Nika, il s'est sacrifié pour Joy Boy, il s'est sacrifié pour l'avenir, il s'est sacrifié pour sa fille. Tous ces sacrifices, au final, il va être réparé parce que du coup, Vega va soigner réellement, Kuma et il va vivre dans un robot,
un robot qui était sûrement lié au tout premier Nidia avec sa fille. Donc tout finit bien pour lui, je suis très content. J'espère vraiment que cette installation va rester comme telle et j'espère réellement que ça va être la maison de Bonnet, la maison de Kuma et qu'ils vont quitter cette histoire et je ne veux même pas les revoir lors de la bataille finale prononcée et prophétisée par Barbe Blanche, prophétisée par la fresque aussi. Je ne veux pas les voir. Je ne veux pas les voir durant cette bataille-là. Ça y est, ils ont donné, ils ont souffert. Leur bataille est finie. Il a permis le retour de Joy Boy. C'est à Joy Boy de bosser maintenant. Chapitre 2, l'affrontement des empires. Ça y est, les Mugiwara vont passer à l'action. C'était ma demande dans ma dernière review. Rappelez-vous, je dis j'espère vraiment que d'un côté, Luffy, Zoro et Sanji soient mis de côté, restent avec Loki et que ça soit aux autres Mugiwara de briller. C'est mon souhait et actuellement, je pense qu'on y va. J'espère réellement que le Monster Trio sera mis de côté. Là, dans ce passage-là, je veux voir briller les autres Mugiwara. Je pense pas vaincre les Tenryubito, le but c'est de les mettre à l'échec. Tu peux mettre à l'échec sans vaincre. Donc ce qui m'intéresserait réellement, moi, c'est de voir les autres Mugiwara. Ceux qui ne sont pas aux côtés de Loki, réellement entrer en action. Ça y est, les Mugiwara qu'on n'a pas forcément vus à l'œuvre durant Egghead ou même Onigashima vont avoir un rôle potentiellement, pontant, je sais pas, mais potentiellement important, du coup, en affrontant directement les Chevaliers Divins. Alors là, je sais, ça va dire, mais je comprends pas, les Chevaliers Divins, ils devaient être extrêmement puissants. Si jamais c'est des Mugiwara du type Usopp ou Nami qui va les affronter, ça casse tout, même Brooke, c'est pas. Ne vous inquiétez pas. On n'a pas dit qu'ils allaient vaincre les Chevaliers Divins. C'est pas l'objectif actuellement. L'objectif, il est pas vaincre des chevaliers divins en tant que tels. Du moins, il est question de les vaincre sans forcément les mettre KO. Il est question de les faire fuir, les faire échouer plus précisément. Voilà, c'est un jeu actuellement. Il y a un jeu, il y a des enfants qui se déplacent. L'objectif est d'arrêter tout ça. L'objectif est d'arrêter tout ça. Les géants, eux, affrontent du coup accompagnés de Gaban, le grand Gaban, les cauchemars, les créatures énormes, les créatures qui ont la capacité de pouvoir donner des coups, on l'a vu avec le pauvre pompier. Reposez en paix, les gars, reposez en paix. Qui se sont fait humilier, mais qui ont permis de nous montrer le fonctionnement du coup des cauchemars, ils vont pouvoir les vaincre. Ils vont pouvoir les affronter pendant que les Mugiwara vont être à la recherche des chevaliers divins. Voilà. Je ne pense pas que les chevaliers divins, certains Mugiwara, type Usopp, aient la puissance réellement de vaincre un chevalier divin, mais il a peut-être la capacité, comme il l'a déjà fait, attention, toute proportion gardée, en affrontant Luffy et en étant réellement impressionnant à Water 7 en affrontant Luffy, il est capable, avec la ruse, avec des capacités, de faire déjouer les chevaliers divins. L'objectif, c'est que le jeu se termine avec les chevaliers divins qui perdent le jeu. Pas qu'ils soient mis KO, mais qui perdent le jeu. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une connotation de jeu. Et c'est assez intéressant parce qu'au tout début, on se posait des questions sur le choix du jeu. Est-ce que réellement c'est un jeu? Est-ce que ça fonctionne en termes de jeu? Est-ce que vraiment ça. Oui, 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 encore mieux maintenant parce que du coup, maintenant, on parle de gagner un jeu. Et que du coup, on retrouve Usopp, Nami et Brook et peut-être même Jinbei qui, à mon avis, aura un rôle de support offensif pour bloquer ou tanker des attaques puissantes, pendant que les autres derrière vont pouvoir jouer, vont pouvoir, avec leurs caractéristiques, avec leur pouvoir propre, proposer quelque chose pour contrer au maximum possible les chevaliers divins. Donc on part, à mes yeux, réellement dans ce sens-là. Donc il n'est pas forcément question de puissance, tout en sachant que, à mes yeux, les chevaliers divins, à part, comme on l'avait dit durant la Cross Guild, à part du coup Shamrock, le boss des chevaliers divins, qui lui a un niveau incroyable, ne doutez pas du niveau de Shamrock. Ne doutez aucunement du niveau de Shamrock, ça n'a aucun sens de mettre le big boss des chevaliers divins d'un niveau trop faible. C'est pas possible. Par contre, il y a trop de chevaliers divins. On peut pas avoir une équipe de Power Rangers avec la capacité de surpasser des amiraux. Ça fait beaucoup trop de personnages extrêmement cheatés. L'intérêt des chevaliers divins, c'est pas la force brute en tant que telle. L'intérêt, c'est des caractéristiques qui permettent de manipuler des gouvernements, de mettre la pression sur des gouvernements pour permettre au GM d'assouvir ses positions. Je ne crois pas que c'est français ce que je viens de dire, mais qui va permettre de, de, de renforcer le gouvernement mondial. Et on l'a bien vu parce que les chevaliers divins ont décidé de bouger ou passent à l'action suite aux conséquences de l'action derrière des révolutionnaires et des pays, du coup, qui se rebellent. Et avec
Les nations qui se rebellent, les chevaliers divins rentrent en action. Donc ils ont cette capacité de mettre de la pression sur un peuple, de mettre une pression très forte et de reprendre directement le pouvoir. Il est là l'intérêt des chevaliers divins. Par contre, oui, Shamrock, le boss du coup, de cette organisation-là, en tout cas à la tête de cette organisation-là actuellement, le capitaine, en quelque sorte, lui, oui, lui c'est un monstre. Il y a aucun intérêt scénaristique à en faire juste un mastermind dans le sens où, il est finalement gentil un peu parce qu'il est pas complètement méchant ou faire un mastermind inversé, non, ou faire un personnage où juste ses caractéristiques lui permettent de contrer ou d'apporter. Non, non, on a besoin de puissance. Loki est caractéristique même, c'est la définition même de la puissance, Loki, il est caractérisé par la puissance. Il est caractérisé que par la puissance Loki. C'est pour ça que les gens le kiffent en l'occurrence, hein. Personne ne regarde la One Piece pour la puissance, mais tout le monde aime Loki parce qu'il est puissant. Vous avez 2 heures, répondez à la question en commentaire s'il vous plaît. Ceux qui ont la réponse, je sais pas. Mais Loki qui est représenté par la puissance s'est fait entre guillemets «humilier» par Shamrock parce que Shamrock lui a dit: «Je ne vais pas t'attaquer directement, moi-même». Non, en fait, si tu veux que je t'attaque moi directement, il faut que tu le mérites. Alors survis à cette attaque monstrueuse. Si tu survis, tu auras le droit du coup de m'affronter. Ça place directement Shamrock à un niveau monstrueux, tout en sachant que c'est le frère jumeau de Shanks et que Shanks est un monstre, est un monstre. Donc je vois pas l'intérêt de faire un fort, un faible, dans les jumeaux. Non, il va falloir qu'il envoie du très lourd et on a hâte de le voir en action et c'est intéressant parce qu'on parlait de jeu et il quitte le jeu. On parle de jeu, les chevaliers divins vont jouer un jeu, c'est un jeu, on ne parle pas de faire une partie de qui est le plus puissant, qui tape le plus fort, qui a le plus puissant à qui permet d'avoir la technique la plus ultime possible. On n'est pas du tout dans ça. Shamrock, lui, a quitté. On est vraiment dans une partie d'échecs où on va jouer. Et maintenant, en parlant d'échecs, on va parler de Gonko. Alors, est-elle une infiltrée de l'armée révolutionnaire? Je vais être honnête avec vous, j'ai rigolé à l'époque quand on parlait des lunettes. On me disait: «Ah, elle a des lunettes, donc forcément, comme les révolutionnaires ont des lunettes aussi, alors c'est bon, c'est officiel, c'est une infiltrée». Ça m'a fait rire. Maintenant, elle écoute New World de Brooke. Les lunettes plus New World, je commence à faire un peu moins le malin. Ce qui serait super intéressant d'avoir un infiltré, c'est de se dire que Dragon, à chaque fois on le critique sur le fait qu'il ne bouge pas, qu'il ne fait rien constamment, et bah, ça balayerait ce côté il ne fait rien, il ne bouge pas. Parce que si Dragon a permis d'avoir un infiltré au sein même de l'organisation la plus «importante» entre guillemets du gouvernement mondial, là on parle de la crème, on parle des chevaliers divins. Oui, là, c'est le move est incroyable. Il n'a pas rien fait. Il attendait de bouger en ayant des informations. C'est tout bonnement incroyable. Si on se dirige là-dessus, c'est monstrueux. Mais j'aimerais que si on se dirige là-dessus, qu'on n'ait pas la réponse tout de suite. J'aimerais qu'il se passe des événements qui font que les chevaliers divins se disent: «Mince, c'est pas possible, on s'est fait on s'est fait avoir. Comment est-ce qu'ils ont pu? Comment est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a merdé?» Tout en sachant que Gunko a agi en sorte pour que ça merde et pour que derrière, les Mugiwara s'en sortent, tout du moins. Ça peut être extrêmement intéressant. Ça peut être intéressant qu'on aille sur ce côté-là, tout qu'on n'ait pas une révélation tout de suite en mode: «Je suis mastermind, je cachais mon jeu, voilà, haha, je soi-disant j'étais méchante, je suis gentil». C'est pas vrai. Voilà, je n'espère pas ça. Je suis pas fan de ce principe-là. J'espère que si jamais c'est le cas, c'est se fait de manière subtile et qu'elle continue son rôle d'infiltré au sein, de cette organisation qu'est les Chevaliers Divins. Et après, il y a la possibilité que pas du tout. Il y a la possibilité que ça soit réellement, hem, une membre des Chevaliers Divins. Elle y croit, elle se bat pour cette cause-là et ça expliquera aussi sa relation qu'elle a directement avec Shamrock au tout début et son parler. Peut-être que tout ça n'est pas forcément un jeu d'actrice, tout ça est réellement sa personnalité et que c'est bien une Chevalier Divin. Donc en commentaire, dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez partir sur une Chevalier Divin 100 ou une infiltrée, des Révos? L'avantage, c'est que oui, ça montrerait que Dragon a préparé quelque chose, que Dragon a fait quelque chose et ça serait réellement intéressant. Voilà, concernant ce chapitre, je pense que clairement, on a fait le tour en soi. Heu, j'ai dit ce que j'avais à dire sur la première partie du chapitre avec, les 3000 ans, la temporalité. Je pense que c'est l'élément le plus important. Ensuite, on a les géants qui attaquent, les cauchemars avec Gaban. Donc là, on parle vraiment de puissance à l'état pur. Donc les puissants vont affronter les cauchemars. Les cauchemars vont peut-être revenir en boucle tant que les enfants ne se réveillent pas, tant que les enfants restent du coup dans leur cauchemar ou tant qu'ils ont toujours cette peur au fond d'eux et qu'ils sont endormis, bah, les cauchemars
ne vont pas disparaître. Ils peuvent forcément revenir et là, ça sera intéressant parce que du coup, ça va bloquer les puissants. Les puissants vont affronter ces géants-là, ces géants gigantesques de cauchemar, en boucle et en boucle. Les Mugiwara, eux, vont pouvoir jouer au jeu en affrontant les chevaliers divins à ce jeu-là. Qui va gagner cette partie? Qui va gagner ce jeu? Bon, ouais, l'alerte pour moi, c'est forcément les Mugiwara. On les a pas vus à Egghead. On n'a pas vu à Onigashima. C'est pas pour qu'ils perdent maintenant. Non, non, non. Les 2 empires qui s'affrontent, clairement. C'est l'équipage d'un empereur, membre de cet empire, et l'empire du gouvernement mondial qui décide de jouer sous les ordres de Shamrock. Qui va gagner cet affrontement? Pour moi, team Mugiwara. Heu, on sera fixé rapidement. Mais dans la construction, j'espère vraiment que Luffy, Zoro et Sanji resteront auprès de Loki. Qu'ils n'iront pas en sachant que oui, Sanji peut monter très facilement en haut avec ses capacités, mais j'espère qu'il restera avec les Mugiwara et qu'il fasse confiance, du coup, aux autres. Parce que comme l'a dit, du coup, Sanji, quand il a appelé à l'aide à Nico Robin, il lui a fait confiance et je pense qu'il faut faire confiance aux autres Mugiwara. Il faut qu'ils arrêtent d'être tout le temps à se dire: Va les sauver, va les sauver». Non, Luffy le dit au début de cet arc: «Usopp, tu dois, on doit pas venir te sauver, c'est pas possible». Et voilà, j'espère réellement qu'ils iront et même s'il y a une alerte, que Luffy, Zoro ou Sanji disent: «Ils ont pas besoin de nous, ils vont gérer tout seuls» et très bien. Voilà, c'était tout, pour l'analyse détaillée du chapitre 1144 de One Piece et j'espère que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une théorie sur Barbe Noire et le gouvernement mondial, l'alliance de ces 2 là. Donc, elle est déjà écrite et tout, donc elle sort, bientôt, dans quelques jours finalement. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, la ratiboiserie n'est jamais finie. Oh jamais!